mets en route et en fait, tous les problèmes trouvent une solution, soit parce que tu les trouves toi-même, soit parce que les gens te les apportent. Et là, il faut être, encore une fois, prêt à accueillir l'aide des autres et tu vois, être avenant aussi, je pense, dans ton attitude pour que les connexions se fassent. En fait, si quelque chose te fait vibrer, ose vivre ton rêve. Si quelque chose vraiment, tu dois vivre quelque chose, il faut y aller. Hello hello, tu écoutes Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent, et je suis Loïc, son créateur. Ma conviction, c'est qu'on a tous en nous une version un peu frappée de nous-mêmes qui ne demande qu'à se réveiller. Ma mission, c'est justement de tendre le micro à des athlètes, des aventurières, des militaires, des forces spéciales, des entrepreneurs, bref, des femmes et des hommes qui ont fait le choix de libérer la leur. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense qu'on a tout à gagner à s'inspirer de personnes qui ont osé suivre leur propre chemin. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs, irréversibles dans ta vie. Tu es prévenu. Eh ben c'est parti, bienvenue Pierre au micro des Frappés. Je suis super content de t'accueillir sur le podcast pour parler de plein de choses, d'aventures, de voyages au long cours, de vélo, mais aussi de causes importantes et un peu plus grandes que soi avec son voyage. Donc Pierre, merci de m'avoir contacté et bienvenue au micro des Frappés. Merci Loïc, en tout cas, de me donner la possibilité de parler de ce grand voyage qui m'a bien fait rêver, qui me fait encore rêver. J'imagine. Pierre, tu es où là aujourd'hui ? Tu fais quoi dans la vie ? Qui est Pierre en fait ? Alors là, je suis en face du lac d'Annecy. Magnifique. J'habite Annecy, ouais, c'est un bon spot de méditation aussi. J'habite Annecy et j'ai 46 ans et ouais, donc je suis médecin pédiatre à l'hôpital d'Annecy. Voilà, je pratique pas mal de sport outdoor, mais sans être un grand sportif de l'extrême. Voilà, je fais pas mal de sports comme les gens du coin, hein. La natation, du vélo, l'alpinisme, du ski de rando, le skating. Il y a le choix sur les temps de repos. C'est juste compliqué de savoir ce qu'on va faire quand on a du temps. Il y a trop de choix. Et puis, concernant le vélo, j'ai commencé à voyager à vélo à peu près vraiment depuis une dizaine d'années, on va dire, avec des voyages entre amis. On a un petit groupe d'amis à partir tous les ans, une semaine, surtout en France, parce que la France est quand même chouette, sur des voyages itinérants. Et puis, je me rappelais de mes premiers voyages un peu plus routes, avec du matériel pas très adapté. On était parti en tandem avec des copains en Italie jusqu'à Rome, en partant de Livourne, non pas de France, mais de Livourne à Rome, avec des vieux tandems qui étaient vraiment pas en bon état, des paniers en osier et un peu à la fleur au fusil. Donc ça c'était mon premier grand voyage qui m'a bien marqué, qui est très chouette. Et puis voilà, j'ai petit à petit pris goût à ce mode de voyage. Ok, et tu dirais que c'est quoi pour celles et ceux tu vois, qui seraient intrigués par le voyage à vélo mais qui n'ont jamais encore eu l'occasion de le faire, c'est quoi toi les aspects de ce mode de voyage qui t'ont séduit ? Ouais, alors je trouve que le vélo c'est un bon compromis, c'est pas trop lent comme peut être un séjour en mode randonnée. C'est assez rapide mais pas trop non plus. Comme ça peut être le cas avec la voiture ou je ne sais quoi, la moto. Ouais. Donc voilà, c'est au niveau de la vitesse, je trouve que c'est un bon compromis. Et puis pour moi, dès que je monte sur un vélo, j'ai vraiment cette sensation de liberté. D'ailleurs, le vélo avec lequel j'ai fait mon grand voyage, dont on va parler vers le Vietnam, je l'ai appelé Tudo. J'ai voulu lui donner un prénom. Tudo, ça veut dire la liberté en vietnamien. Voilà. Okay. Donc il s'appelle Tudo, mon vélo. Et voilà, vraiment, quand je monte sur notamment ce vélo, et puis même mes premiers vélos de voyage, c'est cette sensation de pouvoir aller n'importe où. Et puis je trouve qu'avec le vélo, ce qui est extraordinaire aussi, c'est ça crée du contact. C'est-à-dire que quand on arrive quelque part, même en France, hein, avec des sacoches,
notre barda, pas forcément bien rangé, des vêtements qui sèchent sur les sacoches à l'arrière. On s'arrête dans les villages et les gens viennent spontanément nous parler, savoir d'où on vient, où on va. Ça intrigue un petit peu, même si maintenant il y a beaucoup plus de choses, énormément de monde qui pratique ce genre de voyage. Et voilà, donc c'est ce qu'on va dire, ce que je vais dire aussi pour ce voyage, c'est que ça crée des contacts, des rencontres qui sont vraiment très riches. Comment l'idée est née du coup de partir de chez toi d'Annecy pour aller jusqu'à Saigon en vélo? Ouais, ça paraît un peu fou comme ça. Encore maintenant, je me dis non, en fait c'est parti. Alors en fait c'est un rêve que j'ai depuis que je suis enfant. Je l'ai à peu près chiffré à l'âge de 8 ans, où en fait je me souviens très bien, je m'endormais très régulièrement en imaginant. Donc c'est entre un rêve et oui, c'est pas complètement déconnecté comme un rêve qui parfois ne peut pas être réel, mais c'est-à-dire que j'imaginais partir de chez moi, fermer la porte, vraiment cette sensation de partir de mon palier, de fermer la porte de chez moi et de commencer un grand voyage. Donc vers l'est, parce que c'est par là qu'on peut aller le plus loin en partant de chez soi. Et j'avais pas défini initialement le Vietnam, mais voilà, j'ai imaginé ce voyage. Alors initialement pas à vélo, j'avais imaginé en stop, en moto, en sidecar, en différents modes de déplacement. Quand j'étais petit, en fait, j'ai regardé beaucoup les atlas. Je rêvais en regardant les cartes du monde et d'imaginer un petit peu des voyages. Et donc, en fait, ce rêve d'enfant, il m'a animé pendant très longtemps. C'est vrai que j'ai vraiment cette idée de voyage qui revenait régulièrement. Et puis, elle est remontée à mon état conscient, on va dire, en 2023. Je me souviens à peu près avril-mai 2023, où j'ai commencé à écouter pas mal de récits d'aventure. J'ai lu des livres. Je me suis inspiré de ces gens qui partaient en voyage, aventuriers ou pas aventuriers. Et puis, en fait, je me suis dit, pourquoi pas moi, finalement. Je suis sportif, pas professionnel, mais je fais du vélo. Je suis plutôt en forme physique. Donc, pourquoi pas tenter l'expérience. Et donc, en fait, le voyage est venu comme ça. Après, à ce rêve d'enfant, j'ai associé d'autres aspects à ce voyage en me disant c'est bien de faire quelque chose, de réaliser ce rêve qui est très personnel, mais j'aimerais avoir une ligne rouge en fait au cours de ce voyage pour que ça ait encore plus de sens. Donc c'est là qu'est venue l'idée petit à petit de défendre une cause au cours du voyage. J'avais choisi de défendre la cause de l'accès à l'eau potable pour les enfants, parce que comme mon métier de pédiatre, du coup, je me suis dit que ça reliait aussi un petit peu la cause que je défendais par mon travail, la santé des enfants. Puis en pédiatrie, je suis spécialisé en maladies infectieuses. Donc l'eau potable, c'est le manque d'eau potable, c'est des maladies infectieuses, encore beaucoup de mortalité, notamment chez les enfants. Donc je me suis dit que ça avait un sens pour moi. Et donc, je suis rentré en lien avec une association qui s'appelle Christina Noble, qui a été fondée par une femme irlandaise assez incroyable, qui a commencé à œuvrer au Vietnam, à Saigon, dans le Nord-Vietnam, puis après en Mongolie. Et je suis rentré en contact avec eux. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai pris contact avec eux en 2024, un jeune Parisien rentrait de voyage à vélo. Il avait défendu aussi une cause avec eux. Alors, c'était pas l'accès à l'eau potable, mais c'était d'autres projets de création d'écoles en Mongolie, et du coup j'ai pu bénéficier aussi de son expérience de voyage et de son retour avec cette association. Parce que c'est l'asso du coup qui vous a mis en relation? Oui, ils m'ont dit tiens, c'est marrant, on a un jeune qui rentre de voyage en Mongolie, il est parti à vélo, ce serait sympa que vous rentriez en contact. Donc j'ai pris contact avec lui. On s'est pas rencontrés, mais on a eu quelques échanges téléphoniques qui m'ont permis aussi de finir d'organiser mon voyage. Et l'autre projet, ça c'était vraiment le projet principal au-delà de mon rêve, de collecter des fonds pour cette association au cours de mon voyage, par réseau, famille, amis, et puis après ça s'est un petit peu étendu. Et ça, on en reparlera, mais ça a bien pris, ça a bien marché.
J'étais assez content. Et puis j'avais, juste aussi, en écoutant des podcasts, eu l'idée, comme moi j'ai rêvé quand j'étais enfant, de partager mon aventure avec des jeunes, des collégiens. Et donc l'idée m'est venue d'un podcast de jeunes d'Annecy qui étaient partis à vélo et qui avaient fait un partenariat avec une école et qui faisait des échanges avec les enfants au cours du voyage. Et donc, il parlait un peu de la richesse de ces échanges, des rêves qu'ils ont pu faire naître chez ces jeunes. Donc je me suis dit, bah oui, tiens, c'est une bonne idée. Moi, je vois pas mal de jeunes en pédiatrie, des adolescents qui ont pas trop de projets d'avenir avec l'environnement actuel, tout le marasme dans lequel on baigne, on va dire, sans être négatif. Et du coup, j'avais envie un peu d'insuffler le goût de l'aventure, de faire découvrir le monde aussi, les différentes cultures à des jeunes collégiens. Donc le projet est né avec une école d'Annecy grâce à la femme d'un ami cycliste qui est directrice de l'école et on a échangé pendant tout le voyage en visioconférence avec des jeunes qui en avaient plein les yeux. C'était vraiment génial. Waouh. Excellent. Punaise, ouais, donc là, c'était clairement, c'était du multicause, là. T'as réussi à mener de front plusieurs sujets au-delà de juste le voyage. Ouais, alors j'avais un peu peur initialement parce qu'effectivement, ces projets créaient des contraintes parce que ça veut dire qu'il faut se astreindre aussi. Alors à échanger. Moi, je suis pas un homme de réseau, donc il a fallu créer un compte Instagram, poster quelques photos, vidéos, relancer la cagnotte pour la collecte en ligne. Et puis des visios tous les mois avec l'école. Mais finalement, je me suis rendu compte que dans les moments, parce que dans le voyage, c'est beau, sur le papier, c'est un rêve, mais quand on rêve, on ne pense pas à tous les aléas qui peuvent arriver au cours des voyages, heureusement, sinon on ne partirait pas. Et il y a eu des moments durs, des moments de doute. Et en fait, avoir ces fils rouges, ça m'a permis aussi sans me mettre de contraintes, parce que je m'étais toujours laissé la liberté de me dire si jamais ça va pas, je rentre. C'était pas un défi sportif. Mais en fait, ces fils rouges m'ont permis souvent de me relancer et de me dire, je sais pourquoi je suis là en fait, même si c'est dur. Déjà, j'en rêve depuis longtemps. Et puis je défends une cause et voilà. Je suis en ligne avec des jeunes qui ont plein de questions et qui sont avides de découvrir aussi le monde. Et voilà. Donc c'était chouette de faire ça. Génial. Quand tu as commencé à préparer du coup ta trace, est-ce que pour toi l'objectif c'était vraiment Annecy-Saigon, ou est-ce que tu avais des étapes intermédiaires, des pays par lesquels tu voulais absolument passer, des régions que tu voulais visiter? Ouais. Oui, j'avais des pays qui me faisaient bien rêver. Bon, il y avait déjà Istanbul qui est, je trouve, une étape clé et qui est une ville assez incroyable entre deux continents. Je me dis, voilà, c'est un peu un rite de passage entre l'Europe et l'Asie. Initialement, en fait, ma route, préparer une route avant de partir, finalement, pour ceux qui préparent un voyage, je veux dire, faut pas y passer trop de temps parce qu'elle va changer tous les jours. Elle va changer parce qu'on va rencontrer d'autres voyageurs qui vont dire, ah bah non, passe plutôt par là, ou tiens, moi j'ai vu ça, c'est super. Donc j'avais préparé un itinéraire qui a beaucoup changé. Notamment, je voulais aller en Iran initialement. Mon trajet initial, c'était Iran, Turkménistan, Ouzbékistan. Et en fait, quand tu arrives en Géorgie, en fait, là, tu te rends compte, tu commences à rentrer dans une zone du monde qui est assez complexe, encore plus maintenant, où il faut peser un peu le pour le contre. Et ça a été un peu un tiraillement pour moi, parce que l'Iran, beaucoup de voyageurs m'en ont parlé comme un pays extrêmement beau, des gens extrêmement accueillants, très très généreux, etc. Et j'avais vraiment envie de voir ce pays. Et en fait, comme beaucoup de moments dans le voyage, j'ai laissé parler mon instinct. J'avais commencé à faire le visa en ligne, etc. Et puis au dernier moment, je l'ai pas senti. Maintenant, je me suis réveillé, je me suis dit non, je le sens pas. Puis il y a l'Iran, mais en fait après l'Iran, il y a le Turkménistan qu'il faut traverser, qui est un pays très fermé, un peu la Corée du Nord d'Asie centrale. Où il faut payer quelques centaines de dollars pour mettre ton vélo dans une voiture et traverser le pays qui est pas très intéressant. Donc finalement, et l'autre rêve en fait, dans ce voyage, j'avais ce rêve de partir de chez moi et d'aller vers l'Est, et j'avais d'autres rêves. J'avais, je sais pas pourquoi, un rêve de prendre un cargo sur une mer. Et du coup, il se trouve que sur mon chemin, il y avait la mer Caspienne. Ouais. Ça tombe bien.
et avec des cargos très très aléatoires. Hein. C'est-à-dire que tu sais pas quand il part, tu sais pas s'il y en a. Donc c'est un peu la roulette russe. Il y a des gens qui attendaient une semaine, 10 jours au port en Azerbaïdjan, qui a aucun intérêt. Mais je sais pas, du coup, je pense que ce côté un petit peu aléatoire, aventure m'attirait aussi. Donc j'avais cette route-là. Et l'autre route, sinon, c'est de passer par la Russie avec un visa de transit, donc pour rejoindre le Kazakhstan. Mais j'avais pas trop. Qui était possible là encore Oui, c'est encore possible. Ouais, ok. tu prends un visa de 5 jours et puis tu passes. Bon, c'est pas super intéressant cette partie de Russie, c'est du désert et je savais que j'allais faire au moins un mois de désert après Kazakhstan, Ouzbékistan. Puis bon, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et donc j'étais plus attiré par la mer Caspienne, le cargo. C'était super et je pense que c'était en fait là aussi. Parfois je me dis que ce voyage était déjà organisé pour moi parce que je suis arrivé au port en Azerbaïdjan et je m'attendais à attendre au moins une semaine un bateau et je suis arrivé à minuit et on m'a dit le bateau part à 3 heures du matin. Donc j'ai dit, bon, il est pour moi. Excellent. Donc le port c'est à Bakou? C'est à Bakou. Ouais. Alors le petit point négatif, c'est que les frontières avec l'Azerbaïdjan sont fermées entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan. Si tu peux passer de Géorgie à l'Azerbaïdjan que par avion. Donc petite déception, j'ai dû faire un saut en avion d'1 heure, complètement ridicule. Bon, petite entorse à mon voyage à vélo. C'était la seule, en tout cas en avion. Mais pour des questions de frontières, j'ai dû faire ça. Et après, les pays qui m'animaient, c'était faire la route du Pamir. Donc au Tadjikistan, route qui fait la frontière Tadjikistan-Afghanistan. Et bon, c'est une des plus hautes routes du monde avec des cols haute altitude. Hein, le plus haut, il a 4630 mètres. Et donc, cette route me faisait rêver. Donc, j'avais cet objectif-là. Et puis, l'objectif final, c'était pas à Saigon, en fait, initialement. Ok. C'était sur le papier Annecy-Hanoï. Bon, même pays, mais je vais arriver à Hanoï. Et juste Hanoï, c'est parce que j'étais allé chercher, il y a un moment dans ma carrière, je faisais des rapatriements sanitaires d'enfants malades à l'étranger. Et j'étais allé chercher un enfant franco-vietnamien à Hanoï. Mais quand tu pars comme ça, tu pars 24-48 heures. Donc j'étais resté sur place très peu de temps et j'avais été séduit par la ville. Et je m'étais toujours dit que j'y retournerais. Donc le voyage est venu à mon état conscient. Je me suis rappelé de ça et dit en fait je vais aller à Hanoï à vélo. Puis finalement, pour des questions de route, on en reparlera peut-être plus tard, mais je suis allé un peu plus au sud. Et donc je suis arrivé à Saigon, qui est donc complètement au sud du Vietnam. Excellent. Oh là là. Ah, on n'est pas encore entré dans les détails, mais je suis déjà parti voyager loin là. Alors, rien que les noms, la Pamir Highway, je sais pas pourquoi, j'ai pas souvenir d'avoir lu un récit en particulier, tu vois, d'un aventurier qui passe un livre entier à parler de la Pamir Highway. Mais par contre, j'ai eu beaucoup d'invités fascinés par cette route qui y sont allés, et je sais pas si c'est né de là, mais c'est un nom qui moi tout de suite c'est complètement évocateur, tu vois, d'exotisme, d'aventure, mais de vraie aventure entre guillemets, tu vois, l'aventure où tu as un peu à gérer des galères, l'aventure un peu rude et spartiate, quoi. Ouais, c'est une route. Alors, c'est en train d'être asphalté par les Chinois. J'allais te demander si c'était encore le cas ou si ça devient... Alors, il y a la plus grosse partie est encore en mode terre, sable. Et quand tu dis galère, il y a effectivement déjà le revêtement, qui n'en est pas un en fait, mais tu sais, ça fait ça fait donc avec le vent et les 4x4, parce qu'il y a quand même pas mal de voitures qui passent. En fait, ça fait des espèces de petites vaguelettes bien dures là, de ce qu'on appelle la tôle ondulée, qui est juste insupportable à vélo. Donc il y a quand même des grosses parties galère pour ça, et puis effectivement c'est assez isolé, il y a quand même des villages, quelques villes sur le chemin, mais voilà, il faut prévoir un petit peu son eau, sa nourriture. Et pour l'anecdote, on rigolait à ce moment-là, j'étais avec d'autres voyageurs, c'était très sympa. En fait, je pensais initialement faire ce voyage sur la Pamir Highway, donc de Dushanbe jusqu'au Kyrgyzstan, seul, en me disant ce sera mon moment un peu aventurier, etc. Il se trouve qu'en fait,
les voyageurs qui font cette route se regroupent tous dans le même hôtel à Touchambé, qui est le Green Hostel. Là, c'est assez drôle, espèce de QG de voyageurs, notamment voyageurs à vélo. Et les départs sont un peu par vagues. Donc, tu vas te retrouver finalement assez rapidement à voyager avec les mêmes personnes, même si à vélo, bah, on se réunit, on se sépare, etc. Et donc, finalement, j'ai pédalé sur cette route avec d'autres voyageurs. Et c'était pas mal au final parce que c'est quand même assez rude, comme tu le dis, physiquement, moralement par moment. Et l'alimentation, on rigolait parce qu'on s'arrêtait dans des épiceries qui étaient une espèce de cave à peine allumée dans les villages. On nous sortait des gâteaux qui dataient de l'ex-URSS de 1980. Je crois que les plus vieux, c'était 1979. Ah non, mais vraiment, sérieux? Bon, là, ceux-là, je les ai pas mangés, s'ils étaient gris au lieu d'être couleur chocolat. Mais voilà, donc, niveau nourriture, il faut avoir l'estomac solide. Mais par contre, c'est des paysages absolument incroyables. Tu as des sommets à 5000, 7000 autour de toi. C'est complètement dingue, quoi. Ouais. Wow. Donc, une fois trace initiale, Annecy, Hanoï, tu disais, sur le papier, ça représentait quelle distance et est-ce que tu arrivais déjà à peu près à estimer combien de temps il te faudrait pour ça? Alors, la distance Annecy-Hanoï, je sais plus exactement. Peut-être que c'était dans les 15 000, 16 000, quelque chose comme ça. Et le temps, en fait, au niveau du timing, initialement, je m'étais dit que j'arriverais à ma destination finale à peu près pour les fêtes de fin d'année. Quand j'ai fin 2024. Fin 2024, tout à fait. Parce que j'ai des amis qui avaient émis le rêve, le souhait de me dire, tiens, on te retrouvera à Hanoï pour passer Noël. Bon, il se trouve que ça s'est pas fait, mais finalement, heureusement, parce que je suis pas arrivé à Hanoï. Et j'avais cette contrainte. Alors, tu parlais aussi tout à l'heure de contraintes d'itinéraire, etc. J'avais en tête quand même de passer la Pamir Highway justement avec ses cols à 4600 mètres avant le début de l'hiver. Et en fait, l'hiver dans l'Asie centrale peut commencer assez tôt, c'est-à-dire début septembre. Ah oui. Commencer à avoir de la neige. Et d'ailleurs, donc j'avais cette contrainte en me disant, faut pas que j'arrive trop tard sur la route du Pamir, parce que j'avais pas non plus 40 000 tonnes d'affaires. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais préparé un sac avec mes affaires chaudes, collants, bonnets, gants. Et en fait, j'ai perdu ce sac après, je pense, en Géorgie. J'ai perdu pas mal de trucs sur mon voyage. Et donc, j'avais pas grand-chose. Et voilà, donc j'avais cette contrainte-là. Et il se trouve que quand j'ai fini la Pamir Highway en Kyrgyzstan, le dernier jour au Kyrgyzstan, en fait, effectivement, les températures ont chuté, mais drastiquement. On a une espèce de pluie-neige. Et le lendemain, moi, j'étais passé en Chine. J'ai des amis qui étaient encore au Kyrgyzstan, qui m'envoyaient des photos. C'était recouvert de neige, quoi. Wow. Donc, finalement, j'ai pas mal géré le timing. Et donc voilà, j'avais prévu d'arriver. Finalement, je suis arrivé à Saigon fin novembre. Ce qui m'a permis ensuite, la deuxième partie du voyage, qui s'est faite donc en train-bus pour revenir. Donc après, j'ai remonté tout le Vietnam et puis passé en Chine, Mongolie, etc. Oui, parce que là, on a parlé de vélo, mais tu as fait un truc complètement, qui moi, clairement me fascine aussi. D'ailleurs, j'ai relu les aventures de Michel Strogoff il y a pas très longtemps. Ah oui. Tu t'es fait un retour par le transsibérien. Ouais. Donc, incroyable. Donc, mais déjà, c'était parce il me semble qu'il y a, la ligne directe, la ligne intégrale, pardon, est extrêmement longue. Ouais. Mais tu peux grimper en chemin et je crois qu'il passe à Irkoutsk. Enfin, tu as moyen de faire des sections. Ouais. Toi, t'as fait quoi du coup? Ouais, du coup, c'était un autre rêve dans le rêve. Hein. Je t'avais pas tout dit dans mes rêves, mais les autres rêves, donc sur le retour, c'était de voir le lac Baïkal en hiver. Je sais pas pourquoi, hein, c'est des rêves d'enfant, mais ce lac, le plus grand lac du monde, qui fait 700 km de long, avec 1,6 km de profondeur par endroit, c'était quelque chose qui m'a fait complètement rêver, notamment par Sylvain Tesson, qui avait passé plusieurs mois dans une cabane en mode ermite avec ses ours et sa vodka dans les forêts de Sibérie là. Voilà, donc c'est un lac qui me faisait rêver et prendre ce train transsibérien. Effectivement, le transsibérien, si tu fais l'intégrale, je crois que c'est 8 ou 9 jours de Vladivostok, donc extrême est jusqu'à Moscou.
Mais en fait, Transsibérien, on en a plusieurs par jour. C'est vraiment un moyen de déplacement pour les Russes, mais aussi les Chinois, qui traversent leur pays. Alors pour les ouvriers, pour les militaires, enfin, c'est assez cosmopolite dans ce train. C'est pas un train touristique. Alors il l'est surtout, enfin avant la guerre, il l'était l'été. Voilà, des touristes qui viennent faire des parties transsibériens, mais il est utilisé par les locaux. Et en fait, tu montes dans le train un peu quand tu veux. Hein, voilà, t'en as plein. Donc tu peux monter, descendre, t'arrêter un jour, 2 jours, repartir avec un autre train qui ont des standings différents. Faut bien regarder parce que il y en a qui sont assez rudimentaires. Et le mien était plutôt pas mal. Une petite salle de bain dans le wagon, etc. Mais c'était la classe populaire, hein, mais qui était franchement suffisante. Et bon bah c'est extraordinaire. Moi, je suis les prix de Irkoutsk à Moscou. Donc t'as fait, ça doit être quoi, les 3/4 de la ligne en fait? Ouais, c'est la moitié en fait. C'est 4 jours, 4 jours 8 nuits. Ok. Ouais. Mais super expérience et même si les gens parfois se disent oh là là, mais ça doit être un peu monotone. Bon, moi, comme c'était un rêve, je pense que j'ai vraiment kiffé ce moment. J'ai beaucoup aimé, je pense que j'ai appris à aimer les longs déplacements sur ce voyage et donc à regarder les paysages de Sibérie tout blanc, à parler avec les locaux parce que les gens sont extrêmement sympas, contrairement au train chinois. Ben, là, j'ai eu pas mal de contacts dans le wagon, à manger des hanches, à boire le café le matin, voir du vieux cognac avec des militaires à la tête un peu bizarre. Ça, c'était un moment un peu survie. Je me suis dit que c'était moyen. Des militaires qui, je pense, n'avaient pas vu que des trucs super dans leur vie, mimer des attaques au fusil et je étais à moitié bourré à 9h du mat. Mais, ah ouais. Donc ouais, on voit un peu de tout, mais des gens hyper sympas qui viennent d'Ouzbékistan, de tous les pays de l'ex-URSS en fait. Donc en fait, le temps passe super vite et il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié pendant ce voyage, c'était d'écrire. Donc j'ai beaucoup écrit et ces moments de trajet, ça m'a permis de faire mon journal de bord qui voilà. Et je suis revenu avec 7 carnets. Ah oui, t'as bien écrit. Ouais. Avec un objectif de publication derrière ou? Bon, écoute, je sais pas ce que j'en ferai. Alors j'avais un journal de bord en ligne sur Polar Step, et puis des carnets manuscrits. Effectivement, j'aimerais bien. Enfin, mon idée serait faire une BD de voyage, par exemple. Tu vois, Ah oui. j'ai pas mal rêvé aussi étant jeune avec des récits de voyage sous forme de BD qui associent des photos et du texte. Donc, puis l'idée c'est de toucher les jeunes, donc je me dis que ça pourrait être dans la continuité de mes projets. Mm-hmm. Mais bon, je suis pas graphiste, je suis pas dessinateur, donc. Bon, mais ça se trouve ça. Ouais, ça se trouve. Voilà, le projet va mûrir. Ouais. Si t'as déjà le diamant brut après pour le tailler, ouais, ça se trouve. C'est ça. Ultra intéressant. Mais c'est intéressant ce que tu partageais sur le fait que finalement c'est vraiment un outil de transport plus qu'une attraction touristique. Ça m'a rappelé en fait un épisode de podcast. Alors tu disais que tu as écouté beaucoup de podcasts. Je sais pas si celui-là te parlera. Et je cherche là depuis tout à l'heure, mais j'arrive pas à le retrouver. Un épisode de podcast français d'une jeune femme qui était partie avec sa grand-mère. Ah oui, je l'ai écouté. Ça te parle? Ouais, alors exact. je sais plus, c'est bon. Désolé pour je sais plus le créateur du podcast. Ouais. Je sais plus où est-ce que j'ai entendu ça, mais c'était génial comme. Je l'ai écouté il y a pas très longtemps, figure-toi. Et c'est vrai qu'elle partageait ça, elle finalement, que c'était voilà, elle voyait des scènes de vie. Enfin, c'est vraiment un train pour les Russes plus qu'une attraction pour les touristes. Bah, complètement. Enfin, après, bon, moi, c'était un peu spécial. Hein, c'était la période de guerre, donc autant dire qu'il n'y a pas de touristes. Mais il y a voilà, sur les réseaux de voyageurs, je suis pas le seul à prendre le transsibérien et en fait, il roule quoi. Ouais, en Russie, à part le passage de la frontière qui était un peu chaud, un peu sportif, j'ai eu un interrogatoire musclé pendant 2 bonnes heures là avec des militaires russes blafards, pas très sympas, qui m'ont bien intimidé. L'accueil en Russie, il était incroyable. J'ai vraiment rencontré des locaux qui étaient très heureux de revoir des Européens qu'ils n'avaient pas vus depuis longtemps. Ils aiment beaucoup la France et du coup, même certains parlaient français. Et sur le lac Baïkal, là, j'étais accueilli par un couple, Sergueï et Anastasia, là, qui m'ont fait vivre encore un rêve pendant 3 jours sur ce lac.
il parlait français, j'étais hyper heureux, on a bu du vin rouge ensemble, mangé du fromage. J'étais à moitié en France, à moitié en Russie. Et donc la Russie, ça, voilà, j'ai pas senti du tout cette insécurité, cette surveillance que j'ai pu sentir en Chine. C'était vraiment présent partout, quoi. Et en Chine, parce que t'es passé par où en Chine? Et du coup, je suis arrivé en Chine par le Kyrgyzstan, donc nord-ouest par la zone des Ouïghours. Oui, Donc, c'est ça que j'allais te demander. J'imagine que ouais, là, la surveillance, ça devait le être Xinjiang. intense. Bah, partout, en fait. Il n'y avait pas que là. Alors là, effectivement, c'était un peu n'importe quoi. Déjà, ce qui était drôle, c'est que j'arrive du Kyrgyzstan, donc j'avais pas traversé quand même pas mal de pays, on va dire sous-développés, enfin très, voilà, ouais, un peu sous-développé. Et tu te dis, t'arrives en Chine, voilà, la première puissance du monde ou la première exoco, j'en sais rien. Maintenant, ils en sont. Tout est super moderne. On arrive à la frontière chinoise, ben tout était en panne côté chinois, plus d'électronique, donc on a dû attendre 3 heures à la frontière que les Chinois relancent leur système électronique pour qu'on passe. Et ensuite, on te met dans un bus parce qu'il faut pas que tu vois ce qui se passe dans des camps un peu bizarres. Donc tu vas t'avoir de rouler pendant 3 kilomètres alors que tu as roulé avant, enfin très bizarre. Et puis la Chine en général, c'est ouais. Donc moi je suis arrivé par le nord-ouest et ensuite comme j'avais un visa que d'un mois pour la Chine, sachant que j'avais quand même 7000 kilomètres à faire pour rejoindre le Laos complètement au sud, je pouvais pas pédaler 7000 kilomètres en un mois. Ouais. Donc j'ai pris un train de Kashgar, donc la capitale du Xinjiang, jusque dans le Sichuan, vers Pandiwa, Kunming, hein, par là. Et ensuite, j'ai repris le vélo. Donc, mais bon, parler de la surveillance chinoise, c'est déjà dans le train, c'est des wagons, bah, comme le Transsibérien, t'as des couchettes ouvertes sur le couloir, et la police passe régulièrement, te prendre en photo pendant que tu dors ou pendant que tu manges. Ah ouais? Demander ton passeport. Alors ça, c'était que pour moi, parce que j'étais le seul étranger. Vérifier tes papiers X fois. Voilà, ça durait 3 jours, 3 nuits. Et après, ouais, dans les hôtels, parce que j'avais pas trop le droit de camper en Chine, c'est un peu compliqué. T'as des caméras vraiment partout, hein. C'est-à-dire sur la route, il y a des caméras vraiment tous les 100 mètres. Donc j'allais dans des hôtels et une fois à l'hôtel, j'ai vu arriver 3 flics à 21h dans ma chambre pour savoir ce que je faisais là, où j'allais, qui j'étais, à éplucher mon téléphone. Enfin voilà, c'est vraiment c'est assez spécial, quoi. Un peu anxiogène, quoi. Ouais, un peu. D'ailleurs, pas mal de voyageurs que j'ai croisés qui soit n'allaient pas en Chine, soit rebroussaient chemin parce qu'ils trouvaient ça un peu lourd, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Ok. Et du coup, au retour, quand tu as voulu rejoindre Irkoutsk pour le Transsibérien, t'as repris un train du Vietnam jusqu'à la Mongolie? Alors oui, du coup, je suis reparti d'Hanoï après je suis resté pas mal de temps au Vietnam, 1 mois et demi, pour bien visiter du sud au nord, les montagnes. J'ai fait un peu de moto, parce que je vais faire un petit peu de moto dans les montagnes vietnamiennes. C'est sympa. Puis après, j'ai pris c'était en plusieurs morceaux, mais je suis monté à Pékin en bus puis train. Donc bon, j'avais pas trop aimé la Chine, mais je suis quand même retourné en me disant j'ai des mauvaises impressions la première fois, mais je vais quand même voir si côté Pékin grande ville c'est pas différent. Effectivement, déjà Pékin c'était plus sympa. C'est une ville internationale, les Chinois sont un peu plus ouverts, mais pareil, il y a de la surveillance partout. Mais bon, j'ai pu aller sur la muraille de Chine et tout. Enfin, c'était super. Et ensuite, 2 trains pour rejoindre la Mongolie. Même 3. Et là, j'étais en Mongolie dans un train, mais je pense que c'est le plus beau train que j'ai eu sur tout le voyage. C'était un train tout en bois à l'intérieur, avec des samovars, tu sais, c'est des réservoirs d'eau chaude pour que les gens puissent se faire du thé, des nouilles, etc. Donc dans les wagons, t'as ça. Okay. Là, c'est un samovar qui s'est chauffé au feu de bois. Donc il y a une odeur dans ce train, ça craquait de partout. Je pense qu'il était 35 degrés, super chaud. Et on a traversé toute la Mongolie en plein hiver. Il faisait moins 35 dehors et 35 à l'intérieur, quoi. C'était complètement incroyable. Donc t'es en t-shirt, short et dehors il fait moins 35. Enfin, c'était complètement lunaire. Et donc après, à Ulaanbaatar, j'ai pris un bus pour rejoindre la Russie. Jusqu'à Ulan-Ude, qui est une ville au bord du lac Baïkal. Là, j'ai repris un morceau de Transsibérien pour la Irkoutsk. Tu vois, ça a été... Ah oui, d'accord. Décousu. Ouais, décousu. Ok. Ouais.
Et le passage de la frontière, tu disais un peu musclé. C'est un peu le seul moment du voyage où tu as eu une expérience comme ça humaine pas fabuleuse? Moi, il y en a eu deux, mais là, oui, enfin, entre voyageurs, on échange pas mal d'informations. Ça, c'est vrai que c'est chouette. Les réseaux, bon, c'est chouette. En même temps, il y a beaucoup de messages faut filtrer, mais on m'avait dit, voilà, attention quand vous arrivez en Russie, du coup, du fait du conflit avec l'Ukraine, ils sont un peu dissuasifs envers les Européens. Donc, des questions qui peuvent être très politiques. Que pensez-vous de la guerre? Est-ce que la Crimée est russe? Et puis, ils screenent toutes tes photos, ton Facebook, ton Instagram pour voir si tu t'intéresses pas à des sujets qui leur plaisent pas, quoi. D'accord. Donc, moi, là, en Mongolie, j'avais pris le temps de bien nettoyer mon téléphone parce que je le savais. Et effectivement, je suis arrivé à la frontière. Tout le monde est passé très vite. C'est les Russes, les Mongols, ils sont passés comme ça. Puis moi, on m'a fait signe. Coco vient dans un bureau. Et puis là, ça a duré 2 heures avec quatre militaires, une traductrice qui me parlait en anglais. Et un gars qui épluchait mon téléphone, mais à une vitesse incroyable. Je trouve ils sont vraiment bien affûtés pour ça. Et puis, me poser des questions sur mon travail. Alors moi, j'ai un passé un peu dans l'armée en plus, donc j'ai un peu Ah peur. bon? Ah ouais? Ouais, j'étais médecin militaire dans une autre vie. Et il se trouve que avant de partir dans ce voyage, j'ai fait une mission sur un bateau militaire français vers Gaza pour aller soigner des Gazaouis là, après l'attaque, le début de la guerre avec Israël. Et donc c'était assez récent. Il y a eu pas mal, il y a des articles dans les médias, etc. Et donc le gars, il me commence à poser des questions, et il me dit, et puis là, il tombe sur un profil d'un ami sur Facebook qui avait laissé le drapeau ukrainien, sur son profil en mode je défends l'Ukraine. Donc là, il est devenu dingue et il me dit c'est qui machin, et toi t'as un lien avec l'armée, t'as fait l'armée? Je dis non jamais. Donc j'ai allègrement menti, et puis là ils sont partis tous les quatre. Je dis s'ils vont chercher sur internet, je suis mal. Et en fait ils sont revenus au bout d'1 heure, donc tout ça dure longtemps, quoi, et puis c'est pesant. Et ils me font sortir des locaux, un pas militaire, et là ils me tapent dans le dos, ils se retournent vers moi avec un grand sourire, tout va bien, bienvenue chez nous, bon voyage en Russie. Alors, j'étais là, j'ai dit mais c'est trop bizarre ce changement de comportement. Ouais. Après on m'a expliqué qu'en fait ils avaient aussi des consignes de dissuasion, probablement des caméras où on regarde un peu ce qu'ils font, mais en fait en dehors des locaux où il était plus sous les caméras, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas il a changé de comportement, il était hyper gentil, quoi. Donc, mais moi, ça n'a pas été un super moment. J'imagine. Mais le bus m'attendait, parce que j'avais peur que le bus reparte sans moi. Et dans le bus, là, les Russes, hyper gentils, sont venus m'offrir à manger. Alors, on est désolé, c'était compliqué. Il y a des gens qui sont descendus du bus pour m'acheter à manger. Enfin, c'était assez touchant. Ouais. Non, c'était vraiment chouette. Punaise. Il y a eu une autre frontière où j'étais, là, ça peut durer longtemps, mais entre Kazakhstan et Ouzbékistan, où je pense qu'ils voulaient un petit bakchich, puisque le douanier, le militaire là, a décrété que mon passeport était faux. Ah oui. Donc, je me suis retrouvé manu militari dans un bureau avec des militaires armés. Je comprenais rien à rien. Je dis lâchez prise, hein, j'attends que ça passe. Sauf que j'avais laissé mon vélo pas attaché dehors avec mon portable. Tout. Je dis on verra. Hein. Dans le voyage, il y a des trucs que tu contrôles pas. Et puis je suis reparti sans rien payer, avec des sourires, et voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur cette capacité à lâcher prise. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà avant ou que tu as développé dans le voyage? Je pense que je l'avais pas trop avant, plutôt en mode, je me définis plutôt en mode contrôle, on va dire, prévoyant, effectivement. Et le voyage m'a clairement appris plein de choses, et à vivre l'instant tel qu'il est, à profiter de l'instant, et puis ne pas savoir ce qui va se passer même dans l'heure qui suit. Tu vas me dire, dans le quotidien, ça peut être le cas, mais on a quand même tous une routine qui se crée dans nos métiers, quels qu'ils soient, même si le mien, c'est pas trop la routine, ça change tout le temps, mais voilà. On a la vie quotidienne qui nous prend. Là, tu te lèves, tu te dis, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer, et qui je vais rencontrer, quelle galère je vais avoir, peut-être que ma route va changer,
Donc oui, j'ai clairement appris ça. Je me suis laissé porter par mon instinct, par les rencontres qui m'ont nourri clairement tout le temps. Enfin, voilà, globalement, moi, j'ai de la chance que j'ai pas eu d'insécurité à part ces moments frontières, mais j'ai jamais été agressé, j'ai jamais ressenti le danger de la part de l'homme, en dehors des automobilistes qui, je pense, ne connaissent pas les cyclistes dans la plupart des pays. Ouais. Donc ça, c'était des frayeurs, mais j'ai jamais été agressé, j'ai jamais fait voilà. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais aussi voir de mes yeux et partager avec les jeunes avec qui j'étais en lien, c'était que voilà, on a de plus en plus peur de l'autre, on craint d'aller vers l'autre. Enfin, pour généraliser, c'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve qu'on a cette tendance à se refermer un peu sur soi. Ouais. Et en fait, quand toi, tu as une attitude qui fait que la personne va se mettre en contact avec toi. Tu vois, j'ai découvert ça, c'est-à-dire que si t'es pas souriant, fermé, la tête baissée, bah forcément, les gens vont pas forcément venir te voir. Et si tu relèves la tête, tu souris, tu fais un petit geste de la main, bah là, en général, les contacts, ils se font. Ouais. Combien de fois on est venu m'apporter de l'eau fraîche dans le désert, me donner de la nourriture, me déposer une pastèque sur mon vélo en Ouzbékistan. La pastèque, je pouvais pas la prendre, mais les gens hyper généreux en Turquie, c'était incroyable. Donc ouais, pour venir au lâcher prise, je pense que c'est un voyage comme ça, c'est clairement initiatique et tu découvres les bienfaits de ce lâcher prise. Ouais. Ça va pas être évident du coup le retour à entre guillemets à notre réalité, tu vois, notre routine, etc. Après 7 mois au final, c'est ça. Alors 7 mois de vélo et 2 mois de retour, donc 9 mois. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut poser des questions. Après, je me remercie d'être rentré en train justement, train-bus, pour avoir ce retour progressif à la vie normale entre guillemets. Le sas de décompression. Ouais, exactement. Il y a des moments où, voilà, je te disais, des moments où j'étais un peu découragé, fatigué, notamment au Vietnam, où tu vois, période de fête de fin d'année, tu dis bon, pourquoi je suis là seul, loin de la famille. Il y avait de la neige, du soleil à Annecy, les gens m'envoyaient des photos de ski de rando. J'étais là, qu'est-ce que je fais là, manger des nems. Et en plus, j'étais malade comme un chien. Et à un moment, il y a des flashs. Je dis, en fait, je peux prendre un avion et demain, en 7 heures, je suis à Genève. Ouais. Et en fait, clairement, rapidement, je dis, mais non, fais pas ça. Tu vas péter un cap, quoi. Et tout ça pour dire que le retour progressif en train, déjà, j'ai vécu des super rêves dans ce voyage en train. Et puis, j'ai eu le temps de me dire, bon, ok, là, dans tant de semaines, je suis en France, ok. Va falloir reprendre le boulot que j'aime beaucoup, mais voilà, il faut quand même s'y remettre. Et du coup, ça s'est fait vraiment assez naturellement. Bon, je te dis pas que ça a été simple, mais j'imagine. Il y a eu 2-3 mois au fait, tu reprends ta vie et là tu te dis bon, ok, c'est quoi la suite, quoi. Comment concilier, c'est un peu ma question actuellement, c'est comment arriver à concilier ce goût de l'aventure, d'autres voyages éventuellement, parce que le rêve fait naître d'autres rêves. Et puis ce travail que j'ai envie de poursuivre parce que c'est un super beau travail. Enfin voilà, c'est sûr que il a du sens et je vais pas arrêter. Mais donc voilà, comment arriver à associer les deux, quoi. Il faudrait que je te mette en relation. Je sais pas si tu as écouté ces épisodes, mais j'ai reçu une médecin qui... Comment la qualifier? Une médecin de l'extrême? Non, je sais pas. En tout cas, une médecin qui a la bougeotte, c'est sûr. Ouais, je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Ouais. Claire Laine. Ultra intéressant. Et j'en ai rencontré une autre, Inès, sur une course à étapes au Maroc, qui vit à Tahiti, qui fait des rapatriements sanitaires principalement, mais qui aussi, tu vois, sur des courses volontaires, sur plein de courses un peu partout dans le monde. Écoute, ça faudra peut-être me donner des idées. Voilà. Les Claire, oui, c'est elle qui travaillait en Suisse d'ailleurs, je crois. Alors alors peut-être Claire. Ah non, tu as écouté un épisode avec quelqu'un qui a fait la patrouille des glaciers, c'est ça, non? Ah, je sais plus. Pas du tout. Claire, ça date d'il y a un moment, mais elle nous parlait de ses missions dans l'Antarctique. Ah oui, ça me revient. Médecin des convois qui se rendaient jusqu'à Dumont-d'Urville.
Bon, voilà, tu vois, tu me fais rêver aussi, quoi. Ah Donc, bah là, ouais, non, mais c'est incroyable, tu vois, elle nous expliquer toutes les contraintes. Enfin, déjà, elle a mis, je crois, 2 semaines avant de pouvoir prendre le départ de l'expédition parce que c'est je sais plus combien d'avions, des bateaux, assez incroyable. ouais. Et avant ça, elle avait fait des missions sur des plateformes pétrolières. Avant ça, dans la jungle en Amazonie. Enfin, Ouais, c'est extra. assez hallucinante. Bon, après, moi, je suis pédiatre, donc c'est un peu plus limite. Ouais, voilà, ouais. Ouais, j'imagine Je suis moins qu'après. polyvalent qu'un médecin généraliste Ouais. urgentiste, mais non, mais il y a moyen de concilier tout ça. Est-ce que du coup le fait d'avoir mis par écrit ces 7-9 mois de voyage dans 7 carnets différents, est-ce que ça a contribué, tu dirais, à adoucir, on va dire, ce retour à la réalité? Oui, bah, c'est une bonne question. Alors, effectivement, ce qui m'a beaucoup aidé, alors déjà, effectivement, de relire mes récits, parce que là maintenant, tu sais, je rêvais de partir en voyage quand j'étais petit. Maintenant, quand je m'endors, je rêve de mon voyage par, par période. Ok. Et en fait, je pense que le fait d'avoir écrit a ancré vraiment en moi des souvenirs très précis. C'est-à-dire que je revis des journées, mais peut-être à l'heure près de ce qui s'est passé. Et c'est marrant, quand j'ai un blocage, ça m'arrive de me relever et d'aller chercher dans mes carnets pour tu sais, me dire, ah tiens, Ah j'ai ouais. oublié ça. Voilà, donc oui, ça a clairement adouci. Bon, les carnets sont sur mon bureau pour l'instant et voilà, faut que je me mette peut-être à en faire quelque chose. Mais et puis pendant le voyage, en fait, ça a rythmé mon voyage. C'est-à-dire que, en fait, moi, je suis pas du tout un écrivain à la base. Et ce qui est drôle, c'est quand on faisait ces voyages, on fait ces voyages à vélo entre amis là. Dans le groupe, on a une amie, Agnès, qui à chaque début de voyage me dit bah, allez, qui fait le journal de bord tel jour, machin. C'est un peu pas une contrainte. Je dis c'est bon. J'ai plutôt envie de boire une bière le soir que d'écrire. Mais on faisait ces carnets et en fait au début du voyage j'ai pensé à elle. Je dis bon, et ben. Et on m'a offert un carnet où chaque personne de ma famille et d'amis avait mis une petite phrase sur les pages, tu vois. Donc je découvre au fur et à mesure. Et je me suis mis à écrire. Et en fait, en roulant, tu as quand même du temps de réfléchir en roulant. Les phrases se constituaient dans ma tête de ce que j'allais écrire et elles s'associaient, j'ai beaucoup aimé faire la photo, elles s'associaient à ce que je voyais et aux photos que je faisais. Et en fait, le soir, ça coulait de source. J'écrivais tout ce que j'avais dans la tête, quoi, qui s'était mis bout à bout. Donc en fait, c'est un plaisir. Et les moments où j'étais pas tout seul, où je roulais avec des gens, c'est arrivé que je roule avec des gens pendant 7 à 10 jours. Bah, finalement, ce temps seul pour écrire, ça me manquait parce que c'était devenu un peu une drogue et je pense que ça a aidé aussi à poser mes émotions, tu vois, les moments où j'étais fatigué, où j'étais un peu dans le doute, bah, j'écrivais que ça allait pas. Et en fait, j'ai découvert que le fait d'écrire, ça déjà, ça allait mieux. Eh oui. Bah, ça répond à une autre question que j'allais avoir pour toi. Bon, en partie, je pense, mais j'allais te demander, mais surtout pour les sections où tu as roulé seul, à quoi tu penses pendant tant de temps, en fait? Alors, j'imagine qu'il y a énormément d'observations de ce qui se passe autour de toi, d'émerveillement face au paysage, d'étonnement face aux rencontres, mais à quoi tu penses quand même en dehors de ça? Ouais, alors ça, il y a effectivement l'émerveillement, rester alerte à tout ce que tu peux voir, aux gens qui te font des signes, etc. Ça dépend vraiment des endroits et des pays. Tu vois, je pense qu'en Turquie, où les gens viennent te chercher sur la route pour aller manger chez eux, il y a des jours où j'ai mangé 3-4 fois, Ah ouais? enfin toutes les 2 heures, parce que, enfin, c'était quand même incroyable. Donc là, t'es vraiment immergé dans l'accueil local et t'as pas envie d'en perdre une miette finalement parce que c'est génial et que c'est ça que tu cherches quand tu vas voyager, quoi. Enfin, moi, c'était clairement ça, c'était rencontrer des gens et partager des moments avec eux. Et donc, ils venaient vraiment t'arrêter sur la route Non, pour mais t'inviter? c'était dingue. Il y a Ah ouais? je me souviens d'une famille qui était, là, j'étais avec un Allemand ce moment-là, Félix, là, on a roulé une semaine ensemble et c'est la journée, on a mangé 4 fois. Non, je pense toutes les 2 heures, on mangeait, quoi. Et quand tu manges là-bas, c'est pas 3 cacahuètes et un verre de thé. C'est-à-dire que, donc cette famille, là, ils étaient en train de partir de chez eux, les enfants dans la voiture, machin, et là, ils nous font des grands signes. Donc, bon, au début, tu te dis, bon, ouais, est-ce qu'on y va, on n'y va pas, on y va. Donc, ils font sortir toute la famille de la voiture, et là, hop, ils sortent le banquet, quoi.
Donc les femmes, bon, c'est voilà, très cloisonné, hein, les femmes à la cuisine, les hommes dehors. Donc les femmes se mettent en cuisine, elles te sortent mais je sais pas comment les gens peuvent avoir autant de nourriture chez eux en stock. Je pense que moi, je me dis, si quelqu'un arrive chez moi à l'improviste, il aura des spaghettis et au milieu de la sauce bolognaise. Mais eux, c'est des plats de viande, des salades, etc. Et pendant ce temps, le grand-père nous massait les jambes avec de la crème parce qu'il avait vu qu'on avait des coups de soleil, qu'on avait les jambes un peu abîmées. Après, il s'installe sur des canapés pour faire la sieste et puis dort chez nous ce soir parce qu'il n'y a pas de raison. En fait, moi, je les ai questionnés sur les Turcs, mais pourquoi enfin, c'est quand même étonnant pour nous cet accueil. Et en fait, certains m'ont dit, nous, les étrangers qu'on voit sur notre route, ils sont envoyés par Dieu. C'est un honneur de vous avoir et on doit on doit vous accueillir, on doit vous soigner. Tu vois, c'est une espèce de parabole, quoi, évangélique, quoi. Ouais. C'est quand même incroyable et c'est limite gênant, mais en fait, eux, c'est leur façon de faire, quoi. Voilà, non, on s'arrêtait beaucoup dans les mosquées aussi parce que les mosquées, c'était plutôt une question pratique, c'est que t'as de l'eau, t'as un peu de frais, souvent des salles, en fait, ils t'autorisent à te mettre au frais pour faire la sieste ou voilà, t'obliges pas à prier. Et une fois dans une mosquée, on s'est fait inviter à un enterrement. Tu vois, il y avait une famille qui faisait un anniversaire, ce qu'ils font des fêtes disons de l'enterrement, à une semaine, un mois, un an. Là, c'était la fête à un mois. On a été aux premières loges avec la famille qui nous a nourris. Et c'est complètement naturel, quoi. C'est vrai que pour nous, Français et ou occidentaux, c'est pas le schéma par défaut auquel on est habitué. Non, du coup, j'ai appris aussi pendant le voyage. J'essaye de le garder un petit peu, tu vois, d'être plus aussi attentionné. Quand sur mon trajet, je vois des gens, pas à Annecy, pas mal de gens qui voyagent, tu vois. Je vais voir arrêter au bord de la route. J'essaie d'aller les voir, leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. Bon, je le fais pas tous les jours, mais c'est vrai que là-bas, la Turquie, c'est complètement incroyable. Mais après, quand tu roules, tu penses à c'est très variable. Soit tu écoutes des podcasts, hein, ça, beaucoup, des livres audio. Tu peux rêver de choses qui paraissent complètement banales. Moi, je me souviens notamment la traversée des déserts, Kazakhstan, Ouzbékistan. Tu vois, là, c'était vraiment rude. Hein. Tu sais, t'as 400 kilomètres de route droite, il fait 48 degrés, Wow. t'es brassé dans les tourbillons de sable, t'en manges, t'en respires, etc. J'ai passé des heures à regarder, tu sais, juste mon guidon et le premier mètre de goudron pendant des heures. Ouais. Et là, tu te retrouves à rêver. Moi, je rêvais de mon travail, de la climatisation, de mon fauteuil à roulettes dans mon bureau avec un café à la main. Tu as des trucs complètement débiles parce qu'en fait, t'es dans le dur, quoi. Ouais. Et maintenant que t'es assis sur le fauteuil à roulettes, est-ce que tu repenses avec envie au désert et Ouais, aux tempêtes ça de fait plus sable? trop rêver le fauteuil à roulettes en fait. Je préfère mon vélo, mais bon, repartir un an tout de suite, c'est compliqué. Non, mais voilà, tu penses. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que c'est cet ascenseur émotionnel que tu vis quasiment tous les jours. C'est-à-dire que tu peux passer de moments d'extase, d'émerveillement, de joie, devant un paysage, une personne qui va te faire un sourire, juste un sourire ou t'offrir quelque chose, et des moments où tu descends assez bas, quoi. Tu te dis mais en fait, mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que c'est quoi ce bazar? Je suis dans la boue au Laos. Je suis passé après un typhon là au nord Laos. J'avais de la boue jusqu'aux genoux. Mon vélo qui avançait plus, j'ai perdu mes sandales dans la boue. Enfin, je disais, mais c'est quoi le sens de tout ça, quoi? Bon, rapidement, le rêve revient, les projets avec l'association, etc. Mais voilà, c'est cet ascenseur émotionnel qui est assez incroyable à vivre. Et puis, ce que j'ai appris et ce que j'ai ressenti pendant ce voyage aussi, j'ai retrouvé ma capacité à m'émerveiller et à m'interroger comme si j'étais redevenu un peu enfant. Tu vois, tu vois, t'imagines un enfant qui découvre le monde autour de lui et qui demande c'est quoi ça, pourquoi, etc. Et qui va être heureux avec pas grand-chose. En fait, c'était moi pendant un an de voyage, quoi. En dehors des moments difficiles, mais je pense que j'avais le smile globalement la plupart du temps,
et avide de comprendre ce que je voyais, que ce soit les cultures, les gens, comment ils vivaient. Donc je me posais plein de questions et c'est un truc complètement incroyable. Comment t'arrivais à le partager ça avec les collégiens qui te suivaient? Parce que c'est quand même, tu vois, moi j'adore échanger avec des gens qui font des choses comme toi, de l'aventure, enfin globalement tous les invités du podcast, mais c'est vrai que j'ai une petite appétence quand même pour les aventuriers et les aventurières. Mais inversement, je pense que, enfin paradoxalement, je pense que c'est compliqué d'arriver à enfin, intellectuellement, je comprends ce que tu expliques, tu vois, sur le lâcher prise, etc. Mais quand t'as pas fait 7 mois, 9 mois dans cette espèce de bulle, enfin, finalement, où ta routine devient le voyage et plus ton boulot, je pense que c'est compliqué d'imaginer, de vraiment ressentir ce que ça peut faire. Donc, comment tu leur expliquais ça à ces collégiens d'Annecy avec qui t'échangeais régulièrement? Ouais, on faisait des visios tous les mois et écoute, je pense que je parlais vraiment objectivement de ce que je vivais, avec des anecdotes aussi pour. Et puis je leur parlais de ce côté émerveillement, joie, etc. Mais aussi des difficultés, parce Ouais. que ça, j'avais été inspiré aussi par des livres et des podcasts. Certains podcasts, tu écoutes des gens, ils te racontent un voyage, t'as l'impression que ça a été extraordinaire tout le temps. Tu te dis c'est un peu bizarre quand même parce que Ouais. voilà. Et je me retrouvais plus dans les récits de gens qui partageaient aussi leurs galères et leurs états d'âme. Donc je leur parlais de ça. En fait, c'est la vraie vie, quoi. C'est voilà, faut pas idéaliser non plus. Et en fait, quand on communiquait avec les collégiens, c'était surtout eux qui avaient plein de questions. Ah En oui. fait, moi, je me laissais porter par leurs questions qui étaient extraordinaires. Mais vraiment, ça a été une joie de faire ça avec eux. C'est que c'était des 6e, 5e, donc des questions qui pouvaient être très pratiques. Comment tu dors, comment sont les gens, etc. Enfin, des questions de la vie quotidienne. Donc ça, en fait, c'était pour moi leur faire découvrir le monde, parce que ils savaient pas dans tel pays comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, etc. Et ils avaient aussi des questions qui m'ont épaté, parce qu'ils avaient un niveau de connaissance. Je pense que les profs préparaient un peu avec eux avant, mais ils avaient des questions sur le pays, sur les traditions, etc. Qui étaient incroyables. Donc moi, en fait, au fur et à mesure, je me dis bon, faut que je prépare un peu ma conférence parce qu'ils vont me poser des cols, et c'était le cas. Je savais pas répondre, du coup j'allais voir après, puis je leur répondais la fois d'après. Mais donc voilà, j'ai vraiment partagé objectivement. Puis en dehors des collégiens, je sais que j'ai écrit donc mon journal sur Polarstep. Je sais pas si tu connais cette application. Ouais. Et pareil, j'ai vraiment écrit parfois quand ça allait pas, que ça allait pas, et les gens, en tout cas, ont apprécié aussi, justement, m'ont remercié de partager aussi les moments moins drôles, parce que ça fait partie du voyage. Et c'est leur petit message aussi m'aidait à passer au-delà, quoi. Ouais. Dans les causes que tu as associées du coup à ce voyage, il y avait, tu le disais au début de l'épisode, l'accès à l'eau. Ouais. Ça a été quoi la réalité qu'est-ce que tu as vu là-bas en fait, et en quoi est-ce que c'est quoi les challenges auxquels doivent faire face les gens qui vivent dans le delta du Mekong? Ouais. Le delta du Mekong, c'est une zone qui est très très peuplée, comme beaucoup d'endroits en Asie. C'est un peu l'artère nourricière de l'Asie, le Mekong. Mais en fait, l'eau du Mekong, qui sert à beaucoup toutes les populations des villages qui vivent dans cette zone, est de plus en plus polluée et non potable pour plusieurs raisons, pour tous les produits liés à l'agriculture qui se déversent dans l'eau, pesticides et autres, et un effet du réchauffement climatique qui fait que l'eau du Mekong est de plus en plus salée. Ah oui. Ouais. Et du coup, tout ça fait que l'eau n'est pas potable, mais que beaucoup de gens n'ont pas la possibilité d'acheter de l'eau minérale ou autre, et donc attrapent des maladies. Et les premières victimes des maladies infectieuses, type typhoïde et autres, sont les enfants, parce qu'ils déshydratent rapidement, et voilà, ils peuvent mourir si on traite pas, si on réhydrate pas, quoi. Donc, puis c'est des gens qui n'ont pas accès aux soins. Voilà. Donc l'association Christina Nobel
œuvrent l'objectif, c'est d'équiper toutes les écoles du delta du Mékong avec des collecteurs d'eau de pluie sur les toits des établissements et un système de filtre assez basique parce que faut pas non plus être dans des systèmes trop techniques qui pourront pas réparer. Donc là, c'est des filtres vraiment faciles à réparer, à entretenir, pour que les enfants puissent boire de l'eau propre dans les écoles et pas devoir acheter des bonbonnes d'eau minérale qui coûtent très cher, c'est les fontaines, voilà. Voilà. Donc moi j'ai pu en fait j'ai passé 3 jours avec l'association qui est basée à Saigon. C'est pour ça que finalement j'ai trouvé ça plus logique sur mon trajet de pas arriver à Hanoï mais finalement d'arriver à Saigon en vélo parce que j'ai pu aller rencontrer l'association et arriver à vélo dans leurs locaux, rencontrer les enfants qui m'ont préparé un accueil mais je m'attendais pas du tout à ça, avec des danses, des chants, des banderoles, voilà. Et j'ai pu leur remettre. J'avais aussi financé des kits vélo casque pour des enfants parce qu'ils se déplacent quand même un peu à vélo encore là-bas, les gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter des motos et autres. Donc on a une petite cérémonie de remise des vélos et casques à 10 enfants avec qui j'ai pu rouler dans la cour. Certains, je pense qu'ils commençaient juste le vélo, donc il n'y a pas eu d'accident, mais on a frôlé les accidents. Et après, ils m'ont emmené visiter des écoles dans lesquelles allaient être mis en place ces systèmes de filtres d'eau pour rencontrer les directeurs d'établissement et puis voilà, comprendre un petit peu ce qui allait se faire. Et là, je suis en lien avec eux. Ils m'envoient des rapports sur l'avancée du projet. Donc ça a déjà bien avancé. Voilà. Et puis la collecte, moi j'avais fixé avec eux une collecte de 7 000 €. Disons 7 000 €, ça permettrait de financer, alors je sais plus combien de systèmes de filtres d'eau et des vélos. Et en fait, on est arrivé à 12 000 €. Donc c'était génial. C'était une super satisfaction pour eux, pour moi, et du coup ils ont pu élargir aussi l'installation de ces filtres d'eau dans les écoles grâce à ça. Voilà, c'était un super partenariat. Ouais, l'accès à l'eau, typiquement quelque chose qu'on oublie un peu chez nous, qui est un acquis, mais ce qui n'est pas le cas pour la grande majorité des gens dans le monde, en fait. Non, et en me penchant un peu sur le sujet, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un objectif, en fait, un des objectifs de l'OMS, que tous les habitants de la Terre aient accès à l'eau potable. Je crois que c'est genre l'objectif 2035. Enfin, tu vois, c'est demain, quoi. Et en fait, tu regardes, il y a 2 milliards de gens sur Terre qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et puis j'ai pas l'impression que ça s'améliore, quoi. Ouais, non. Donc bon, ce que j'ai fait, c'est une goutte d'eau, faut peut-être le dire, hein, dans le problème actuel. Donc on peut dire que ça sert à rien, etc. Effectivement, mais c'était aussi une façon pour moi de donner un peu un sens à ce voyage et de m'engager dans quelque chose. Mais effectivement, c'est un problème existentiel dans beaucoup de pays, quoi. Ouais, complètement. Mais d'ailleurs, qui nous touche de plus en plus aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu Rémi Camus, l'aventurier, mon copain, d'ailleurs qui avait descendu le Mékong. Alors je sais plus d'où il était parti, parce que bon, le Mékong, moi j'ai découvert ça en échangeant avec lui. Le Mékong, c'est hallucinant en fait. La longueur du fleuve, ça part du. C'est en Chine. Ouais, exactement, c'est ça. En fait, il y a 2 rivières chinoises qui se rejoignent. Alors, je vais pas tenter de les prononcer. Et puis, en fait, pour être honnête, j'ai plus leur nom en tête, mais qui se rejoignent dans une ville. Et à partir de cette ville, qui s'appelle quelque chose comme Komko ou Kuomko, et à partir de là, en fait, ça devient le Mékong. Mais c'est au beau milieu du désert du centre de la Chine. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, Rémi avait descendu une partie du Mékong en. Qu'on appelle ça en packraft ou... Non, pas en packraft, en speed. Comme Mike Horn avait fait en Amazonie, tu sais, c'est une sorte de planche qui est devant toi, où donc t'es complètement immergé. En fait, t'es dans l'eau. Donc c'est extrême, ça. Ouais. Et il disait que le niveau de pollution était absolument hallucinant. Et il y a peu de temps, il est revenu sur le podcast pour un autre épisode où il a fait une descente du Rhône en kayak, packraft, pour faire des analyses et cartographier la présence des PFAS depuis la source du Rhône, donc en Suisse, jusqu'à l'embouchure en Camargue.
Ah ouais, Et c'est bon, bah là, ce qu'ils partagent, c'est effrayant, tu vois. C'est chez nous, c'est ouais, une pollution oui. qui est invisible en plus. Mmh. À l'inverse, je pense, de l'Asie du Sud-Est, où il doit y avoir beaucoup de plastique, donc des choses qui se Ouais, voient. ouais, ouais, tout à fait. En plus des choses qui se voient pas, mais chez nous, c'est voilà, le PFAS, Mmh. on voit pas. Mais bon, donc Ouais. tout ça pour Non, dire. mais ce que tu dis, c'est effectivement, c'est pas la peine d'aller très loin pour Non, ouais, palper. Et en fait, ce projet, moi, cette idée de défendre l'accès à l'eau potable, initialement, c'était cette prise de conscience que l'eau allait devenir une denrée rare aussi, mais pas très loin. Moi, je me souviens avoir fait des voyages à vélo dans le sud de la France, fin août, début septembre, où en fait, j'avais visé des gorges a priori extraordinaires. Et en fait, il n'y avait pas une goutte d'eau dans les rivières. Dans les villages, les fontaines étaient fermées parce qu'on était en restriction. Je me suis dit, mais en fait, waouh, ouais, déjà ici, c'est compliqué. Alors, en Afrique, en Asie, c'est décuplé, quoi. ouais, Bon. Donc, bon, j'ai pu voir en tout cas une partie de ce qui allait se faire grâce à cette association qui est assez incroyable. Hein. Quand tu vois un peu ce que cette femme a fait, d'ailleurs il y a un film sur sa vie qui est assez dingue. Et voilà. Donc, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est pareil, c'est l'humanitaire, tout ça. Ça fait poser des questions. Moi, j'avais fait des missions humanitaires déjà. Bon, quand tu rentres, tu dis quel est le sens de ça? Est-ce ouais. que vraiment ça va changer la face du monde? Je pense pas vraiment, mais en tout cas, moi, pour moi, ce qui est important, c'est de savoir où aller l'argent aussi, donc d'avoir ce lien et continuer à suivre le projet. Et j'ai l'impression que l'association Christian Nobel est quand même très sérieuse. Voilà. Donc, ils font travailler les locaux aussi. Ça, c'est qui est important pour moi, c'est que c'est pas les Anglais, des Français qui vont donner la bonne conduite. C'est là-bas, je suis allé dans les bureaux, hein, c'est que des Vietnamiens qui travaillent. Donc voilà, je pense, voilà, ça paraissait sérieux, quoi. Ouais. Ok. Alors, question qui va être, je pense, difficile. Mais si tu devais, s'il y avait une partie de ton voyage enfin, qui représenterait pour toi, tu vois, vraiment l'expérience globale que tu as vécue, que ce soit d'un point de vue des rencontres, de l'aventure, du dépassement, du dépaysement. En fait, si tu devais recommander un endroit que tu as pu Oh, voir, toi, à vélo, ouais, à quelqu'un qui n'a pas entre 7 et 9 mois, ouais. ce serait quel coin? Ouais, c'est difficile, hein. Bon, alors déjà, la Turquie pour les repas, ça, on l'a En en fait, tête. je vais essayer de répondre à ta question, mais cette question, on me l'a beaucoup posée au retour. Qu'est-ce que tu as préféré? Et en fait, voilà, en fait, ça dépend sur quelle référence tu te bases, quoi. Si c'est l'alimentation, les rencontres et autres. Mais je peux dire de plusieurs endroits ou non, un seul? Non, mais vas-y, voilà, si tu devais faire Non, une non. shortlist, tu Oui, vois, voilà. qui t'ont La, vraiment la, marqué. la Turquie, ça a été effectivement incroyable au niveau. Bon, ça associe un peu tout finalement. Rencontre, donc comme je te disais, hein, l'accueil des Turcs est incroyable. Tu manges bien. Les paysages, tu vois, je suis passé en Cappadoce. Bon, tu te réveilles avec les montgolfières qui décollent au-dessus de toi, enfin des bivouacs dans les canyons incroyables. Donc là, ça c'était vraiment vraiment super. Bon, ce qui est moins chouette, c'est les chiens errants, mais ça, c'est pas que la Turquie. Ouais, c'est un peu dès les Balkans, en fait, non, c'est ça? Ouais, dès les Balkans, Turquie, Géorgie. Le pire, c'est la Géorgie. Ah oui, vraiment? Ah ouais. Je sais pas ce qu'ils ont les chiens géorgiens, mais ils sont clairement enragés. En plus des automobilistes qui ont des volants à droite et qui roulent à droite et qui décalent sans regarder. Donc t'as le double danger, quoi. Soit tu te fais croquer par un chien qui te course, soit tu rentres dans une voiture qui arrive en face. Donc là, il y a deux moments où j'ai le voile, j'ai une espèce de mon sang, c'est un peu, mon corps s'est vidé de mon sang et je me suis dit bon bah le voyage est terminé, là c'est fini. Ah ouais. Ouais, tu sais, à quelques secondes et puis tu fais un mouvement tu lèves les jambes pour éviter le chien, tu fais un mouvement de guidon, ça passe. Bon bah voilà, ça continue. Oh, punaise. Non, mais donc pour revenir sur ta question, la Turquie. Après, sur le côté aventure, bon, je te parlais de la Pamir Highway. C'est sûr que là, c'était le côté voilà, aventure, pas extrême, mais un peu dur, en altitude, dans ces paysages très montagneux qui sortent vraiment de ce qu'on voit. Euh,
Donc voilà, et puis j'ai aussi beaucoup aimé le Laos, si je peux donner encore un autre pays. J'étais déjà allé au Laos il y a 20 ans. Alors bon, l'état des routes n'a pas trop changé. Je te disais, je suis arrivé au Laos. En plus, j'ai pas bien calculé l'histoire. C'est qu'il y a eu un typhon au Nord-Vietnam en octobre, je sais plus septembre. Mais j'avais pas pensé, comme le Laos, personne n'en parle beaucoup. Dans les médias, on parlait beaucoup du Nord-Vietnam parce que c'est très touristique. Mais bien sûr, ce typhon, il est pas resté au Nord-Vietnam, il a atteint aussi le Nord-Laos. Et en fait, je suis passé de la Chine au Laos. Enfin, j'étais content de quitter la Chine un peu parce que j'en avais un peu marre. Mais en fait, je crois que j'ai flingué mon vélo en arrivant là-haut, quoi. J'avais de la boue, je m'en sortais pas, mon vélo avançait plus, j'avais le frotté à la brosse à dents tous les 100 mètres. Parce qu'il y avait aussi sa brosse à dents, mon cher Tudo, pour le nettoyer. Bref, je mettais de la musique pour pas entendre les bruits qu'il faisait après être passé dans la boue. Mais par contre, les gens sont d'une gentillesse, mais absolument incroyable. Ils ont rien. Mais alors là, c'est très pauvre. C'est peu touristique, non? C'est peu touristique parce que c'est un pays qui est enclavé, t'as pas de côte, donc ça attire les gens un peu routes, tu vois, qui font un combo Laos-Thaïlande parce qu'ils vont un peu à la plage, voilà. Ou s'ils ont des gens qui vont vraiment chercher l'aventure, parce que je te dis, les routes, c'est vraiment pas terrible. Mais les gens, ils sont souriants partout. T'as des hordes d'enfants qui te courent après, certains qui m'aidaient à pousser le vélo, ils te donnent à manger, enfin ils ont rien, quoi. Et le soir, moi j'arrivais dans des endroits où j'avais trop faim parce que j'avais roulé 100 km, je sais pas combien, puis c'était dur. Mais en fait, là tu vois qu'ils ont rien parce que t'as même pas de riz, c'est une soupe avec de l'eau et quelques légumes. Et pour avoir du riz, il fallait que vraiment je montre que j'avais très faim, quoi. Donc, mais c'est des gens absolument, enfin voilà, hyper gentils. Et j'ai beaucoup aimé les paysages du Laos aussi. Ouais, c'était vraiment chouette. Ok. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur alors, tu vois, un voyage au long cours, que ce soit à vélo ou pas, et que ce soit dans les destinations par lesquelles toi t'es passé ou pas? En conseil technique ou non? Ouais, quelque chose peut-être que tu aurais aimé que toi on te partage avant le départ. Je pense de pas trop chercher à préparer, justement, comme on disait au début. Ouais. Ce que tu parlais de Michael à un moment là, j'avais une citation de lui, je l'ai pas complètement en détail, mais en fait, avant de partir, tu as 5% de solutions à tes problèmes. Enfin bref, je sais plus comment il dit les choses, mais en fait, les problèmes se résolvent une fois en route, quoi. Ouais. Donc ça, si on me l'avait dit avant de partir, hein, parce que je me posais forcément 40 000 questions comme tout le monde, mais en fait, il y a un moment, certaines personnes me disaient, mais en fait, prends ton vélo, pars et tu verras, quoi. Et en fait, c'est vrai, tu te mets en route, et en fait, tous les problèmes trouvent une solution, soit parce que tu les trouves toi-même, soit parce que les gens te les apportent. Et là, il faut être, encore une fois, prêt à accueillir l'aide des autres et tu vois, être avenant aussi, je pense, dans ton attitude pour que les connexions se fassent. Donc voilà, en fait, si quelque chose te fait vibrer, alors c'est sûrement une banalité que je vais dire, hein, mais si quelque chose te fait vibrer, ose vivre ton rêve. On a tous des contraintes, voilà, ça peut être familial, professionnel, etc. Mais je pense que voilà, si quelque chose vraiment, tu dois vivre quelque chose, il faut y aller. Et que c'est pas la peine d'être voilà un grand aventurier, un grand sportif. Moi, j'ai vu des gens partir avec des vélos, des vieux vélos qui se trouvent au fond de leur garage. Ils sont allés jusqu'au fin fond de l'Asie avec. Donc tout est possible, hein. Pour donner une petite anecdote, j'ai vu un Tchèque aussi qui roulait en fixie sur la route du Pamir. Ah ouais. C'est donc un vélo sans vitesse, en rétro pédalage pour freiner. Tout le monde se demandait s'il arrivait, mais en fait j'ai vu son vélo arriver au Kyrgyzstan. Il l'avait laissé dans une auberge. Et il a fini, le gars, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'extrême, mais donc ne pas hésiter et puis à partir et garder cette capacité de s'émerveiller de tout. Parce que ça aussi c'est une banalité, mais moi ce que j'ai vu en tout cas pendant mon voyage, c'est que l'homme est bon quand même, accueillant, solidaire, et que plus l'endroit où tu es est hostile, tu vois, je pense au désert où quand je suis arrivé là-bas, je me dis mais comment je vais survivre là-dedans? Et en fait, plus l'endroit était hostile, plus les gens étaient attentionnés et solidaires. Ça fait du bien d'entendre ça. Et tu vois, mes premiers kilomètres dans le désert au Kazakhstan, je me suis dit, mais ça va pas être possible, là. Enfin,
tu vois la route droite avec les brumes de chaleur. Je vois une main sortir d'une voiture avec une bouteille d'eau glacée. Et ça s'est répété, je ne sais pas combien de fois. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, les gens font aussi des centaines de kilomètres en voiture. Ils voyagent avec des glacières remplies d'eau et en fait, ils s'arrêtent, ils t'en offrent, ils t'offrent de la nourriture, ils prennent ton numéro de portable. Alors, je trouvais ça un peu intrusif, mais en fait, c'est juste pour savoir si t'es bien arrivé au bon endroit, si t'as besoin de rien. J'ai encore des Kazakhs et des Ouzbeks qui m'appellent maintenant pour savoir comment je vais. Enfin, voilà. Donc, en fait, l'homme est bon. Je crois encore en l'humanité et ne pas avoir peur de l'autre justement, d'oser aller, d'oser demander, voilà, je pense qu'on en tire que de positif. C'est des banalités tout ce que je dis parce que voilà, tout le monde dira la même chose je pense, mais c'est ce que j'ai senti. Ouais, non mais ça fait du bien de l'entendre, tu vois. Encore une fois, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, enfin, c'est une impression, je sais pas si tout ça est mesurable, mais j'ai aussi le sentiment que de plus en plus, tu vois, on est dans en tout cas, les messages qu'on entend sont plutôt anxiogènes et invitent plutôt à se replier sur soi dans sa communauté qu'autre chose. Et donc, c'est intéressant, finalement, parce que quand on voyage comme tu l'as fait, toi, avec juste son vélo, il y a une notion, je trouve, d'ailleurs, tu me diras ce que tu en penses, mais on se rend un peu vulnérable aussi, tu vois. T'as pas de point fixe, tu dépends finalement quand même pas mal dans certains coins de l'aide de l'autre. Ouais. Voilà, tu parles pas la langue, t'es dépendant d'un visa, du bon vouloir d'un douanier, d'un garde-frontière. Donc c'est intéressant de voir que voilà, sur entre 7 et 9 mois, 7 mois de vélo et 2 mois de voyage SAS, on va dire, c'est ça ton expérience. Ouais. Donc, ouais, et puis avec ce que j'ai dit aux jeunes aussi, c'est que cette générosité, elle venait de toutes les générations que j'ai pu rencontrer. Tu vois, c'est pas que les vieux. Tu peux dire bon voilà, il y a aussi peut-être des générations qui sont moins encline à moins solidaires, ou tu vois plus repliés sur et je pense au Cambodge. Alors après bon, c'est l'Asie, c'est aussi des cultures différentes, mais une journée j'étais vraiment dans le dur, il faisait chaud, j'en pouvais plus, et à un moment je rêvais, j'étais sur le bord de la route, j'étais allongé, je rêvais d'un jus frais, d'un truc. Et là il y a un jeune, je pense qu'il avait 14 ans, tu vois, il arrive, grand sourire, il me dépose un jus frais. Mon rêve, bam, un jus frais, une grande bouteille d'eau, et puis grand sourire. Et tu sais, là-bas, ils saluent avec les deux mains jointes, et plus ils mettent les mains hautes, plus ils ont de respect pour la personne qui salue. Donc, quand tu les mets au-dessus de la tête, c'est pour Dieu, donc va pour Bouddha. Donc voilà, mais c'est pas Bouddha, mais oui, ils les avaient au milieu du visage, donc déjà grand respect. Il s'incline, il me dit pas un mot, il s'en va. Waouh. Ouais. Et même expérience quelques kilomètres plus tard, enfin plus loin, où un jeune vient me déposer des lingettes. Bon, voilà, c'est plus ce qu'il avait vu, j'étais sale, je pense. Mais 2 sandwichs, de l'eau, et pareil, pas un mot. C'est vraiment. Donc là, ça, je partageais avec les jeunes, parce que en fait, tu vois, c'est aussi, je trouve, c'est chouette de voir ça de la part d'ados. Que voilà, j'espère que chez nous, c'est encore possible. J'espère. Il y a un autre conseil que je peux donner, c'est plus technique, c'est de partir léger. Moi, c'était un objectif de mon voyage, c'est de vivre un peu. Alors, je dis dans le dénuement, j'avais pas rien, mais si j'avais un vélo, j'avais vraiment épuré au maximum jusqu'au jour du départ. Hein, je me vois encore enlever un caleçon et j'avais pris une brosse à dents d'enfant parce qu'elle était plus petite et en bois et que c'était n'importe quoi. Mais bon, c'est psychologique. Mais n'empêche, j'avais un vélo super léger. Et dans les montées ou dans les moments où tu dois le porter, t'es content d'avoir un vélo pas trop lourd. J'ai croisé des voyageurs qui avaient des vélos de 50 kilos. En fait, on renvoyait la moitié de leurs affaires rapidement parce qu'ils voyaient bien que t'as pas besoin de grand chose. Alors moi, j'avais des citations qui revenaient dans ma tête. Hein. Il y a Ruffin qui dit le poids c'est la peur. Mais effectivement, j'allais te demander ce qu'on emporte c'est peur. Ouais, quand il préparait son voyage sur les chemins de Saint-Jacques, là. Plus t'as un gros sac ou des grosses sacoches, plus t'en mets, quoi. Donc, j'ai croisé des gars qui avaient 2 sacs de couchage, machin. Ah ouais, wow. Un pour l'hiver, un pour l'été. Voilà. Puis si tu as ces petits Tesson qui disait aussi, on dispose de tout ce dont on a besoin quand on décide de ne rien posséder. Enfin, tu vois, un peu des choses qui m'ont aidé à me dire, finalement, ça, tu l'enlèves, ça, t'en as pas besoin. Je te dis, j'ai perdu plein de trucs et puis, en fait, j'ai manqué de rien, quoi.
La suite, c'est quoi, Pierre? Il y a autre chose qui arrive? Est-ce qu'il reste des rêves encore? Parce que là, tu as quand même coché beaucoup de cases. Ouais, c'est vrai que là, déjà, j'ai encore du mal à me dire que j'ai vécu ces rêves-là. C'est une sensation assez incroyable de vivre un rêve. C'était la première fois, en tout cas pour moi. Bah oui, j'ai d'autres projets de voyage, alors moins, enfin si, un très long mais je pourrais pas. Voilà, il y a aussi, je te dis, il y a le travail. Et pour l'instant, j'ai pas du tout décidé d'arrêter de travailler. En fait, j'aimerais bien faire une partie de l'Amérique du Sud à vélo. Ok. Sur la Panamérica. Donc la Panamérica, ça va de l'Alaska à la Patagonie. Donc bon, pour ça, il faudrait peut-être 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est pas possible. Et de faire voilà un voyage à vélo en Amérique du Sud vers la Patagonie. Donc il y a la Carretera Austral là, qui m'attire bien. Elle a aussi comme nom la route Augusto Pinochet. Moins glorieux, mais qui fait 1300 km au sud de Chili, et qui passe dans les fjords en Patagonie. Voilà, après, voilà, pourquoi pas le Cap Nord à vélo, pas mal de petits projets comme ça, mais qui sont pas du tout définis, mais aussi voyager en France, se dire, voilà, avec des copains, on est rentré d'un séjour en Aubrac, Lozère, bah, tu vois, c'est pas loin, mais c'est magnifique. Ouais. Tu manges bien, les gens sont sympas, et c'est des paysans, donc voilà, découvrir un peu plus la France aussi. Il y a des choses pourquoi pas faire un tour de France à vélo, finalement aussi, connaître plus son pays, quoi. Qui est magnifique. Ouais, on a de la chance. Excellent. Eh ben, écoute, Pierre, un immense merci pour ce beau moment d'évasion. C'était passionnant d'en apprendre plus sur comment est-ce que tu as réussi à... Qu'est-ce que tu as vécu, comment tout ça s'est enchaîné, le voyage dans le voyage avec le Transsibérien. Ouais. Vraiment un beau moment d'évasion. Merci beaucoup. Et ben peut-être ça va me relancer pour l'écriture j'allais te le dire. d'une BD ou d'un livre, tu vois, ça me donne envie de me remettre dedans. Excellent. Merci à toi, Loïc. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. À bientôt.